À Carpentras, dans le Vaucluse, 2 vigiles du supermarché Leclerc repèrent un homme au comportement suspect. Il a un téléphone à la main, il s'avance vers une femme et filme sous sa jupe. Il prend de bonnes prises de vue, votre téléphone. Il était en train de filmer sous votre robe. Vous portez plainte? Il était en train de filmer sous votre robe. Le téléphone, comme ça, là, à l'instant. Allez, police directe. Vous restez là, vous. Madame, je compte sur vous pour porter plainte. Et les autres clientes, il aurait fallu les retrouver. Il y en a 3 autres. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Il confisque l'appareil, sans encore savoir que cet individu, Dominique Pellicot, sera bientôt surnommé le monstre de Mazan. Pratiquement 2 mois plus tard, soit le 2 novembre 2020, sa femme Gisèle Pellicot est convoquée avec lui au commissariat de Carpentras. Même si le matériel informatique de son mari a été saisi il y a quelques semaines, elle pense encore que l'objet de cette convocation porte sur les photos prises au supermarché. Pensez-vous bien connaître votre époux, au point qu'il ne puisse rien vous cacher? Oui, je pense que oui. Sachez que je vais devoir vous confronter à des photos, des vidéos, ainsi qu'à des conversations qui risquent de vous surprendre, voire vous choquer. Je vous informe que votre époux a été placé en garde à vue ce jour pour des faits de viol aggravés et administration de substances nuisibles. Nous le soupçonnons de vous avoir à plusieurs reprises administré du Temesta 2,5 mg, dilué dans un liquide, aux fins de vous endormir et dans le but de favoriser à un ou plusieurs individus une relation sexuelle à votre insu, à votre domicile. Nous vous informons que d'autres femmes seraient également victimes des mêmes faits perpétrés par votre époux, qui, à son tour, obtiendrait des relations sexuelles avec des femmes endormies. Ce n'est pas possible, je ne peux pas croire ça. Il est 9h, nous sommes à Avignon, commune du Vaucluse et plus particulièrement au Palais de Justice, dans la salle des Assises, pour assister au premier jour d'un procès historique, celui des viols de Mazan. Nous voici donc dans la salle où va se dérouler l'intégralité du procès. Comme on peut le voir, 32 accusés sont assis sur les bancs accompagnés par leurs avocats. 17 autres comparaissent détenus, c'est-à-dire qu'ils sont déjà emprisonnés, eux se trouvent dans ce box à gauche. Juste à droite de ce box, on peut en voir un autre, dans lequel se trouve le principal accusé, Dominique Pellicot, entouré par son escorte. Au total, 50 accusés sur les 51 sont présents au tribunal. Juste en face de nous, sur l'estrade, se trouve la cour. Donc on a le président au milieu, avec sa veste rouge, entouré par ses substituts. Enfin, tout à droite, on retrouve la partie civile composée de la famille Pellicot, avec en son centre Gisèle et ses 3 enfants. Tout à gauche, Florian, puis Caroline et enfin David. Dominique Pellicot, lui, est défendu par son unique avocate, Maître Zavaro. Et Gisèle Pellicot par ses avocats dont Maître Camus et Maître Babonneau que l'on va souvent mentionner par la suite. Concernant les accusés, leur profil est varié. On retrouve ainsi des hommes âgés de 26 à 74 ans, des menuisiers, des informaticiens, des infirmiers, des journalistes, etc. Certains des accusés ont même cherché à se dissimuler en mettant des masques chirurgicaux afin de ne pas être reconnus. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour l'affaire dite des viols de Mazan, du nom de la commune où se déroulaient les faits. 51 hommes, dont Dominique Pellicot, sont jugés pour viol par soumission chimique sur Gisèle Pellicot. En effet, son ex-mari est accusé d'avoir de juillet 2011 à octobre 2020 drogué sa femme à son insu et la faisait violer par des hommes qu'il recrutait en ligne, principalement via le site coco.fr. Aujourd'hui, on chiffre à environ 90 le nombre de viols subis. En ce premier jour d'audience, à travers ses avocats, Gisèle Pellicot demande à ce que le procès soit public. Notre cliente estime que la justice se rend publiquement et qu'elle n'a pas à se cacher. Déclare Maître Babonneau, l'avocat de Gisèle Pellicot à la cour. Pour que la honte change de camp, ma cliente souhaite que ce qu'elle a vécu se sache. Elle n'a pas à se cacher, que ce qu'elle a vécu dans sa plénitude soit exposé. Qu'on le veuille ou non, ce procès dépasse les limites de cette enceinte. Et le huis clos s'est aussi demandé à ma cliente de s'enfermer avec ceux qui l'ont agressée. C'est pour cela qu'elle souhaite que cette salle soit ouverte. Après délibération, la Cour accède à sa demande. Le procès sera public. Nous sommes le 5 septembre et il s'agit de la première audition de la victime Gisèle Pellicot, qui est à la barre assistée de son avocat, Maître Babonneau.
Pendant l'audition, la victime dit avoir été sauvée par la police. Quant à Dominique Pellicot, il l'écoute depuis son box. Nous allons au commissariat et je pensais y aller pour une formalité. En 50 ans, je l'ai toujours soutenu. On a été un couple solide face à la maladie et aux ennuis financiers. Une fois au commissariat, elle décrit Dominique Pellicot aux enquêteurs comme étant un homme attentionné, un chic type. Jusqu'au moment où le policier lui montre une photo d'elle. Je ne me reconnais pas. Je suis dans mon lit, inerte, endormie et on me viole. Mon monde s'écroule, pour moi tout s'effondre. Tout ce que j'ai construit en 50 ans. Ce sont des scènes de viol insoutenables. Ils sont 2, 3 sur moi, inanimés, anesthésiés dans mon lit. Qu'on ne me parle pas de scènes de sexe. Pour eux peut-être, mais pas pour moi. Toutes ces scènes de viol que je découvre, je me dis que j'ai été sacrifiée sur l'autel du vice. Pas un seul n'a eu l'idée de réagir. Ils me considèrent comme une poupée de chiffon, un sac poubelle. C'est insupportable. Je ne sais pas si je me relèverai de tout ça, si je me reconstruirai un jour. Suite à ça, le président lui demande alors si elle avait été complice. Ce à quoi elle répondra « Je n'ai jamais été complice, je n'ai jamais fait semblant de dormir, ni quoi que ce soit. Je peux le jurer s'il le faut. » Droguée à son insu pendant 9 ans, elle revient sur ses inquiétantes pertes de mémoire. Je suis persuadée d'avoir Alzheimer. Monsieur Pellicot prend rendez-vous pour moi chez le neurologue, qui me rassure que ce n'est pas cette maladie. Elle parle aussi de la javel sur ses habits qu'elle ne se rappelle pas avoir utilisés et demandera même à son mari à ce moment-là « Mais tu ne me droguerais pas par hasard ?» sur le ton de la rigolade. Celui-ci se met alors à pleurer du fait de l'accusation. Nous voici maintenant au jour 12. Cette fois-ci, c'est au tour de l'accusé Dominique Pellicot de parler. Suite à des problèmes de santé, il est autorisé à comparaître dans un fauteuil adapté équipé d'accoudoirs. Le président de la cour d'assises rappelle à l'accusé M. Pellicot les motifs de renvoi. Des crimes de viol aggravés contre son épouse et une autre femme, ainsi que la captation d'images à caractère impudique impliquant sa fille et ses belles-filles. Des faits qu'il a systématiquement reconnus. Dominique Pellicot, micro en main, répond alors « Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Oui, je reconnais les faits dans leur globalité. » Par la suite, M. Pellicot parle de son enfance et tente d'expliquer selon lui l'origine de son comportement. Il dit avoir subi une agression sexuelle à 9 ans alors qu'il était hospitalisé. Un type est venu, il m'a dit « Je m'appelle Basile, tu veux des bonbons ?» Il y a eu des caresses. J'ai senti une moustache, une grande douleur. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Dominique Pellicot enchaîne aussitôt avec l'autre traumatisme de son enfance selon lui, un viol collectif auquel il aurait assisté alors qu'il était adolescent. J'avais 14 ans, j'étais un jeune apprenti, mon bleu de travail était 2 fois trop grand pour moi. Je passais devant un chantier, et là j'ai entendu une femme crier. On m'a attrapé par le col, on m'a dit « Elle va te dépuceler ». Je suis arrivé devant la scène, devant cette femme qui était en train de subir un viol. On m'a mis le nez dans son sexe, j'ai encore l'odeur aujourd'hui d'urine, de sperme. J'ai eu envie de vomir, je ne pouvais rien faire. On m'a menacé au cas où je parlerais. C'était une petite handicapée. Ensuite, M. Pellicot assume sa responsabilité ainsi que celle des 50 autres. Je maintiens que je suis un violeur comme ceux qui sont accusés dans cette salle. Ils savaient tout. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Je ne retiens de ma jeunesse que des chocs et des traumatismes. Elle méritait pas ça, je reconnais. On ne naît pas pervers, on le devient. Je pense que ce que j'ai vécu est prépondérant dans mon histoire. Même si c'est paradoxal, je n'ai jamais considéré ma femme comme un objet. L'audience reprend avec les questions des avocats de Gisèle Pellicot et de ses enfants qui reviennent sur les points qui continuent de les interroger. Elle ne parvient pas à comprendre pourquoi, alors que vous assistiez au spectacle de son déclin, que vous la voyez s'angoisser, que vous l'accompagnez à ses rendez-vous médicaux pour trouver l'origine de ses absences, vous n'avez pas trouvé la volonté d'arrêter ce que vous lui faisiez subir. Dominique Pellicot répond alors « Effectivement, je la voyais souffrir, mais l'addiction était plus forte. J'essayais de la rassurer, j'ai trahi sa confiance. J'aurais dû arrêter bien plus tôt, voire ne jamais commencer. » Vous l'avez exposée au VIH et à d'autres risques de santé. Aviez-vous conscience de ces risques ? Non, je ne pouvais pas les ignorer. Quant au VIH, une personne m'a fourni un test falsifié. Il est venu 6 fois. J'aurais dû réagir à tout cela. Je n'ai pas pris conscience que je la mettais en danger. Pour le reste, je la surveillais beaucoup. Il y a eu cette rencontre avec ce type début 2011. Il m'a montré des choses que je croyais impossibles, et c'est monté crescendo. J'ai senti dès le début qu'un ensemble allait se former, comme un réseau que j'arriverais pas à dominer. C'est pour ça que j'ai senti qu'il fallait d'emblée faire des vidéos. En ce qui concerne la question de la connaissance des co-accusés sur la condition de Gisèle et sur le fait que cela a été filmé, il déclare Tous savaient quel était le scénario.
Il y avait un trépied avec un écran déporté. Tout le monde le voyait en rentrant dans la pièce. Le président reprend l'interrogatoire de Dominique Pellicot. Vous avez été décrit comme manipulateur. Pas mal de vos contacts évoquent une certaine emprise. Votre capacité à inspirer une forme de crainte ou de domination. Les experts s'accordent sur le fait que vous êtes un fin manipulateur, doté de paraphilies multiples. Dominique Pellicot répondra alors: Ils acceptaient de se déshabiller dans la cuisine, en parfaite connaissance de cause. Ils acceptaient dès le départ. La seule question qu'ils posaient, c'est combien c'est. Je ne leur ai pas mis un fusil sur la tempe. Je n'ai jamais forcé ni manipulé qui que ce soit. Interrogé sur les produits qu'il utilisait pour endormir son épouse, Dominique Pellicot n'évoque que le Temesta, qui lui était prescrit par son médecin traitant. Or, les analyses des cheveux de Gisèle Pellicot ont établi la présence d'un autre produit, du Stilnox, qu'il nie avoir utilisé. Le président lui demande ensuite combien de fois il l'a violée par semaine. Ce à quoi il répondra: 2-3 fois par semaine, peut-être moins. En moyenne 1 fois par semaine, 2 au maximum. Le 9 octobre, c'est au tour de l'accusé Vincent C., 42 ans, menuisier, de témoigner. Venu violer Gisèle Pellicot à 2 reprises, en 2019 et 2020, Vincent C. était à la barre pour témoigner de sa version des faits. Lors de son témoignage, il explique comment s'est déroulée la première rencontre avec Dominique Pellicot. Une fois arrivé dans la maison, il me dit « Viens, elle a pris son somnifère, on va aller la réveiller ». À ce moment-là, je trouve ça bizarre, mais je me sens en confiance chez un couple invité par le mari. Et puis la soumission chimique, je ne connaissais pas. Puis, le 10 janvier 2020, il se reconnecte sur Coco et retombe sur le profil de Dominique Pellicot qui ne le remet pas. C'est moi qui lui dis que je suis déjà venu une première fois. Je lui fais comprendre que j'avais trouvé ça bizarre, mais il me dit non, c'est notre délire. On a regardé la vidéo après, elle a aimé ça. Il me dit qu'ils ont des amis à la maison, de ne pas s'inquiéter, que ça va bien se passer. Il me dit qu'elle est présente et réveillée, il n'a pas besoin de m'en dire beaucoup, mais ça ferme les portes du doute, on va dire. Si j'avais une proposition qui m'attirait plus ce soir-là, je l'aurais prise. Mais ce n'est pas un supermarché non plus, Coco. Suite à cette phrase, Madame Pellicot sort de la salle, ne pouvant en entendre plus. Une première depuis le début de ce procès. Par la suite, Vincent C. évoque comme les autres un Dominique Pellicot autoritaire dirigeant la scène. Il admet avoir mal réagi et va jusqu'à affirmer n'avoir ressenti aucun plaisir. Parlons un peu maintenant du profil de certains de ces accusés. Comme vous allez le voir, c'est assez varié. Tout d'abord, on a Mohamed R., un retraité de 70 ans, déjà condamné pour viol sur sa propre fille en 2017. Au cours d'une nuit de mai 2019, Mohamed R. serait resté pas moins de 5 heures au domicile conjugal, tandis qu'il se serait livré à des attouchements et des viols sur le corps inerte de la femme. Ensuite, on a Cyril B., un chauffeur routier de 47 ans, adepte de libertinage. Il décrit la soirée comme glauque et malsaine, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des relations avec Gisèle Pellicot. Cyril B. dit n'avoir pris aucun plaisir aux enquêteurs et se sent dupé par Dominique Pellicot, se considérant comme une victime également. Redouane A., sans emploi de 40 ans, qualifié par des experts comme ayant des compétences intellectuelles faibles et comme étant antisocial. Il a un casier judiciaire chargé avec 19 mentions incluant violence conjugale, vol, violence aggravée et menace de mort envers une autorité publique. Il s'est rendu 2 fois au domicile du couple et aurait également fait chanter Dominique Pellicot pour obtenir la drogue permettant d'endormir sa femme. Il considère ces actes comme naturels. Un autre est Cyprien C., un chauffeur routier de 43 ans et père d'un enfant. L'expert psychologue le qualifie comme étant un homme vulnérable et influençable. Il aurait également eu une enfance difficile. Lors du passage à l'acte sur Gisèle Pellicot, Cyprien C. dit qu'il se rend compte que quelque chose ne va pas, reconnaissant que la victime ne semblait pas consentante, mais reconnaît avoir tout de même eu des relations sexuelles avec elle. Le président commence la séance en rappelant les moyens de communication utilisés par Dominique Pellicot afin d'organiser ses rendez-vous. Donc d'abord une prise de contact via le site Coco, puis une planification du rendez-vous, soit par Skype, soit par téléphone. Le président demande ensuite à l'accusé s'il déclare systématiquement l'état d'endormissement de la victime. Oui, tous ceux que j'ai eus en contact ont eu la totalité de ce que j'ai évoqué. Elle était droguée par mes soins, il y avait des obligations qui ne laissaient aucun doute. Je demandais à ce qu'il ne porte pas de parfum, pas de tabac. Je ne cache pas qu'il y a eu aussi des moments d'hésitation sur le préservatif et je le regrette, car j'ai exigé des scènes sans. Mais toutes les personnes étaient parfaitement au courant, dès le départ, de toutes ces conditions.
Le président indique alors qu'il aurait dit à un des accusés qu'il faisait ça par vengeance face aux infidélités de son épouse. Par exemple, dans le but de l'humilier, il faisait exprès de faire venir des hommes de couleur en indiquant qu'elle était raciste. Le fait d'avoir fait venir des homosexuels notoires n'était pas aussi une forme d'humiliation supplémentaire ? Si j'avais eu une véritable vengeance vis-à-vis de madame, je ne me serais pas remarié avec cette personne. Je n'ai eu aucun instinct de vengeance par rapport à cette personne. Moi aussi j'ai eu contact avec d'autres personnes. Sur le racisme que j'ai pu employer, c'est par pur fantasme. Je ne suis en aucun cas raciste, ni ma femme. Par la suite, le président le questionne sur les méthodes qu'il utilisait pour droguer la victime. C'était des doses préparées à l'avance, et en fonction du rendez-vous, je les utilise. Le Temesta était stocké dans une petite pipette, c'est de la poudre. Et comme c'est moi qui faisais la cuisine, je faisais à manger. Elle était dans la pièce d'à côté, elle a eu des doutes par moment. La plupart du temps, elle était dans la chambre, elle avait déjà dîné, avait déjà eu le produit. Ou si c'était plus tard, c'était dans sa glace que je lui préparais, et je lui apportais devant sa télé. Et on attendait le temps qu'il faut derrière. On a pu voir qu'elle était vêtue de certains sous-vêtements, des bas tantôt noirs, tantôt blancs. Comment procédiez-vous pour lui enlever son pyjama sans qu'elle ne se réveille ? Quand elle était dans un sommeil profond, c'était très facile, c'est honteux. Même des bas, il m'est arrivé de mettre ceux qu'on m'amenait. On m'a demandé si je les lavais. Programme éco, soupline, lessive 30 minutes. Le président lui demande si pendant la préparation des actes, il anticipait le plaisir futur. C'est un mélange des deux, du plaisir et du mal-être. Du mal-être ? Interroge le président. Oui, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, même si ça vous paraît paradoxal. Suite à ces paroles, Gisèle Pellico pleure dans le carré des parties civiles, situé face à son ex-époux de l'autre côté de la salle d'audience. C'est au tour de l'accusé Ahmed T, 54 ans, plombier, pour des faits qui remontent à juin 2019. Le président lui demande s'il était au courant de l'état de la victime lorsqu'il est arrivé à la maison. Je pensais trouver une femme allongée qui m'attend. Il me dit « Vas-y, baise-la, cette salope ». Je suis nu, en présence d'une femme et d'un homme que je ne connais pas. Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Je le vois me filmer, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il me dit « T'inquiète pas, c'est pour nous, on se visionne les vidéos ensemble ». J'ai déjà regardé du porno sur le téléphone. J'ai déjà vu des femmes qui faisaient semblant de dormir. Je me suis dit « C'est un couple candoliste ». Quand j'entends ces femmes dire que leur mari n'est pas un violeur, je pensais la même chose. Le profil du violeur n'est pas celui qu'on peut imaginer, comme un inconnu qu'on rencontre très tard dans un parking. Quand j'ai choisi de lever ce huis clos, je voulais que ces femmes se disent « Madame Pellico l'a fait, on pourra le faire ». Je ne veux plus qu'elles aient honte. La honte, ce n'est pas à nous de l'avoir, c'est à eux de l'avoir. Je n'exprime ni ma colère, ni ma haine, mais une détermination à changer cette société. Concernant la préparation, M. Pellico a reconnu avoir préparé des produits qu'il stockait préalablement dans le garage et qu'il vous administrait selon les besoins, lors d'un repas ou d'une boisson. Avez-vous le souvenir que M. Pellico insistait pour que vous mangiez ou buviez ? Il est vrai que M. Pellico préparait souvent les repas. Quand je rentrais de région parisienne, j'étais très fatiguée. Un jour, il est venu me chercher à la gare d'Avignon. En arrivant à la maison, à 16h, il avait déjà préparé le repas. À cette heure-là, il avait même déjà mis les assiettes dans le four. C'était un écrasé de pommes de terre. Jamais il n'y a eu un goût bizarre. Il m'apportait ma glace au lit en me demandant le parfum des sorbets. Et je lui disais « La chance que j'ai, tu es un amour de prendre soin de moi ». C'était ça ma vie. On peut s'interroger sur la notion de mobile. Qu'est-ce qui a pu motiver M. Pellico à se procurer un médicament et à vous l'administrer en vous exposant à un risque presque vital ? Selon vous, dans ce mobile, pourrait-il y avoir une part de vengeance, une volonté de vous faire payer quelque chose ou, au conditionnel, une forme d'humiliation liée à des actes sexuels ? J'y ai pensé. J'avais déjà visionné toutes les vidéos avant le procès. Ça m'a souvent effleuré l'esprit qu'il ne s'était peut-être jamais remis de ce coup de canif dans le contrat, de cet amant dans ma vie. Je me suis sentie responsable. Je me suis demandé s'il ne se vengeait pas à sa façon. Mais c'est là que je ne comprenais pas. C'était des années après. Lui aussi avait eu des maîtresses. Moi, il était mon premier homme, et le deuxième a été mon amant. Mais je me suis dit que je faisais fausse route en pensant que c'était une forme de vengeance. Ces hommes qui essayent de se déculpabiliser m'ont souillé. Pour moi, ce sont des violeurs, et ils le resteront. Je suis désolée, mais il n'y a pas plusieurs sortes de viols. Un viol reste un viol. Et je tiens à le souligner devant cette cour aujourd'hui. J'entends ses excuses et ses demandes de pardon, mais pour moi, elles sont inaudibles. Parce qu'en réalité, ils s'excusent auprès d'eux-mêmes. Comment tenez-vous aujourd'hui face à tout ce que vous entendez ? Il est vrai que j'entends souvent « vous avez énormément de courage ». Je leur réponds que ce n'est pas du courage, mais de la volonté et de la détermination pour changer cette société.
pour lever le voile sur le viol. C'est le jour de l'audition des 3 enfants Pellico. Le premier à prendre la parole est le fils aîné David Pellico, âgé de 50 ans. Il raconte alors comment il a appris la terrible nouvelle au téléphone par sa mère et le déménagement qui s'en est suivi. Notre conversation ne va durer que 5 minutes. Elle m'apprend l'horrible vérité. Cet homme dans ce box a livré ma mère à des inconnus pour qu'ils la violent. Le sol se dérobe sous mes pieds. Pris de panique, angoissé, je lui demande de répéter encore une fois pour m'assurer que j'ai bien compris. Quand je raccroche, une envie de vomir me submerge et je finis par le faire. En arrivant à la maison de Mazan, nous avons décidé de faire disparaître tout ce qui nous liait à cet homme. Tout devait disparaître. Il ne reste plus aucune photo, aucun souvenir. Je garde une image forte de maman sur le quai. Elle quittait cette maison, ses souvenirs, avec seulement une valise et son chien. Sa vie se résumait à cela. Ensuite, David Pellico parle de qui est son père. Mes amis me disaient « David, tu as la chance d'avoir un homme comme ça. Tu as la chance d'avoir un père comme ça. » Je peux le dire, tout le monde l'adorait. C'était un exemple. Il incarnait le partage. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que toute mon enfance a disparu, comme si elle avait été effacée. C'est tout ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Suite à ça, le président lui demande alors s'il a pu réfléchir à ce qu'il s'est passé. Quand j'ai découvert que ma femme enceinte de mes jumelles était prise en photo nue, mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Pourquoi? Dans quel but? Je ne peux pas répondre. Ce que je comprends, c'est que ce monsieur a gravi l'échelle d'un fantasme non réalisé, nourri par une violence qu'il a toujours portée en lui. Vous allez sûrement me demander ce que j'attends de ce procès, Monsieur le Président. Nous espérons effacer et faire disparaître l'homme qui se trouve à ma gauche. La deuxième personne à prendre la parole est le dernier de la fratrie, Florian Pellico, âgé de 38 ans. Un puzzle s'est formé au fur et à mesure de ces années. J'ai commencé à faire des rapprochements sur des absences de ma mère, dont moi-même j'ai été témoin. 2 événements me reviennent en tête. J'ai un lien très fort avec ma mère, ce qui fait qu'on s'appelle souvent. Un soir, vers 18h, je l'appelle, c'est mon père qui décroche et me dit « Ta mère est partie chercher le pain ». Ce n'était pas dans ses habitudes, car elle allait toujours chercher le pain le matin vers 11h. Je me suis demandé pourquoi mon père répondait au téléphone de ma mère. 2 jours plus tard, je la rappelle et je lui dis « Ça va maman, tu étais à la boulangerie il y a 2 jours ?» Elle me répond « Comment ça, à la boulangerie ?» J'entends alors mon père lui dire « Si, tu étais à la boulangerie » et puis on passe à autre chose. Deuxième événement, en vacances à Mazan. Lors d'un dîner, je remarque qu'à un moment, ma mère n'est plus avec nous, son regard se perd. Je le constate à table et Aurore le remarque aussi. Je m'adresse alors à mon père, « Papa, tu vois bien qu'il y a un problème ?» Mon père, lui, dit « Allez Gigi, allez, viens, je vais te coucher. » Elle refuse, mais il la prend quand même par le bras. Nous quittons le repas et nous partons. Je vous laisse imaginer, si j'avais oublié quelque chose ce soir-là et que j'étais revenu dans la maison sans prévenir mon père, sur quoi serais-je tombé? Il avait manifestement tout prévu ce soir-là. Pourquoi as-tu fait ça? Tu disais qu'elle était une sainte, mais toi, tu es le diable en personne, en fait. Ça fait 4 ans que j'ai perdu mon père, et que mes enfants ont perdu leur grand-père. La dernière à prendre la parole est la fille, Caroline Darian, âgée de 45 ans. Caroline est également la créatrice de l'association M'endors pas, dont le but principal est de lutter contre la soumission chimique. C'est-à-dire le fait de droguer une personne à son insu ou sous la menace à des fins délictuelles ou criminelles. En plus de ça, le cas de Caroline Darian est particulier. En effet, lors de la fouille des fichiers sur l'ordinateur de Dominique Pellico, les enquêteurs ont aussi découvert des images de Caroline nue, prises à son insu. Sur certaines, elle semble endormie, portant parfois des dessous féminins de sa mère. Depuis, elle est convaincue qu'elle aussi a été droguée par son père et potentiellement violée. Dans tes dossiers dégueulasses, tu ne me regardes pas comme un père regarde sa fille, mais de manière incestueuse. Mais tu n'auras jamais le courage de dire la vérité. Ce procès, pour moi, ce n'est pas que le procès de Gisèle Pellico, c'est le procès de toute une famille, c'est le procès historique de la soumission chimique, dont on entend peu parler depuis le début de ce procès. La soumission chimique contre laquelle j'œuvre avec mon association, mais à quel prix? Au prix de mes insomnies et de ma réparation personnelle. Je ne lâcherai pas, je suis engagée jusqu'au bout, tant qu'on n'aura pas réussi à obtenir des mesures en France, je continuerai à me mobiliser sur le terrain. Gisèle Pellico est la première à prendre la parole. Dès le départ, elle maintient que les accusés sont tous coupables de viol et se doivent de le reconnaître. J'ai de la colère envers les personnes derrière moi, maître. Elles auraient pu s'arrêter à tout moment, mais pas une seule ne l'a fait. Sur les 50 assises derrière moi, pas un seul n'a dénoncé. Digérer cela est très compliqué pour moi en tant que victime. Durant son témoignage, le caractère magnétique de Dominique Pellico est discuté. L'avocat batelier expliquant que si Dominique Pellico a pu la manipuler pendant plus de 10 ans, sans qu'elle ne s'en rende compte, il est tout à fait capable de manipuler des hommes qu'il a rencontrés quelques minutes, les tromper,
et les induire en erreur. Il y a une part de manipulation, mais je ne pense pas que vos clients soient naïfs à ce point. Il est certain que M. Pellico a exercé une forme de manipulation, je ne le conteste pas. Qu'ils aient été manipulés jusqu'à la maison, je peux l'entendre. Mais au moment de passer à l'acte, on est pleinement conscient. Une fois qu'on a assouvi sa pulsion sexuelle, on sait ce qu'on a fait. J'ai vu les actes qu'ils ont commis sur moi. Je n'arrive pas à croire qu'on puisse manipuler ces hommes jusqu'au passage à l'acte. Il y a forcément une prise de conscience. Ce ne sont pas des petits garçons de 10 ans. Je ne suis pas dans la tête de ces individus. Je ne suis pas là pour réfléchir à leur place. Pensez-vous que votre ex-mari a eu ce rôle-là de prédateur sexuel? Il l'a certainement eu, oui. À la barre, j'ai l'impression qu'on a le sentiment que je pardonne à M. Pellico. Mais je tiens à dire que je ne lui ai rien pardonné. S'il faut le préciser, je le reprécise. Je n'ai rien pardonné. J'ai été dupée par la personne avec qui j'ai vécu pendant 50 ans. Je n'ai pu imaginer une seconde qu'il pouvait me faire ça. Je croyais vivre avec quelqu'un de bien. M. Pellico a dû être le chef d'orchestre pour faire venir tous ces individus chez moi. Mais dès l'instant où on fait la démarche de se connecter sur ce site, ce n'est pas la même démarche que d'aller acheter du pain. On sait qu'on va aller voir une femme. À quel moment arrête-t-il de se connecter sur le site Coco? On y va dans une démarche particulière. Dominique Pellico est le dernier à prendre la parole depuis son box et revient sur le mobile qui l'a poussé à commettre ces actes. Il est temps, puisqu'on m'a demandé d'avoir un peu d'humanité, de parler du mobile qui m'a poussé à faire ça. J'ai vécu des choses dans mon enfance comme précédemment relatées. Ce ne sont pas des excuses mais des faits. Si j'en suis arrivé à faire ce que j'ai fait, avec des personnes qui ont volontairement accepté ce que je proposais, je dois avouer que soumettre une femme insoumise était mon fantasme, par pur égoïsme. Vous avez mon mobile, vous le prenez comme vous voulez, mais c'est comme ça. Par la suite, un avocat de la défense, Maître De Palma, le questionne sur la potentielle utilisation de drogue dans des verres d'eau, de pastis ou de café qu'il aurait servi aux personnes venues violer sa femme. Si tel avait été le cas et que ça avait été efficace, est-ce que je ne l'aurais pas fait pour tout le monde? Les personnes qui ont reconnu les faits ont-elles dit avoir reçu un verre? Je suis autant responsable qu'eux, sinon plus, puisqu'on me désigne comme le chef d'orchestre. Sans moi, ils ne seraient pas là, et sans eux, je ne serais pas là. Ah, donc si eux n'étaient pas là, vous ne seriez pas là? Non, j'ai fait autant de mal qu'eux, il n'est pas question de me dédouaner de quoi que ce soit. Si vous voulez un pourcentage, disons que je suis responsable à 60% et eux à 40%. Le 27 novembre, c'est la plaidoirie de l'avocate de la défense, Béatrice Zavaro, et également le jour de l'anniversaire de Dominique Pellico. Sa plaidoirie succède à la fin des réquisitions du ministère public. Bien malgré moi, depuis le 2 septembre, je suis devenue l'avocate du diable. C'est vous et moi contre le monde entier. Ce lien que nous avons tissé a induit chez moi une grande solitude. J'assume totalement, pleinement, la défense de Dominique Pellico parce qu'il m'a fait confiance. Durant sa plaidoirie, elle retrace l'enfance de Dominique Pellico dans un milieu violent, de sa mère soumise et dépendante qu'il aurait vu violer par son propre père et par d'autres hommes. Puis elle parle du viol dont il s'est dit victime à l'âge de 9 ans par un infirmier ainsi que du viol collectif auquel il aurait été contraint de participer. Elle constate qu'il n'y a pas de résilience chez son client. Il aurait pu prendre un autre chemin, mais il est devenu pervers. Est-ce que le pire ennemi de Dominique Pellico n'est pas justement Dominique Pellico? C'est l'autre Dominique pour lequel je plaide aujourd'hui. Cet homme a la personnalité clivée, doté d'une certaine perversité. Vers 2010-2011, deux êtres vont évoluer ensemble vers deux terrains totalement différents. Madame Pellico, ce n'est pas un reproche, mais vous vous êtes consacrée à votre activité de grand-mère et peut-être un peu éloignée de votre vie de femme. Dominique Pellico, lui, se réfugie dans ses fantasmes à assouvir, car il n'est pas résilient. Maître Zavaro parle ensuite des autres accusés. Il y a chez ces hommes un côté pas vu, pas pris, une manière folle et fantasmatique d'accéder à la jouissance. Pour elle, il y a plusieurs types de violeurs auxquels les accusés appartiennent. D'abord, il y a les impatients, qui se connectent le jour même. Puis, les acteurs, qui se sentent valorisés par le film dont ils deviennent la vedette. Les archaïques, pour qui l'accord du mari est suffisant. Les astucieux, qui parlent de viol involontaire. Et enfin, les fatalistes, qui se disent « je suis là, pourquoi pas ?» Ne venez pas me dire qu'il exerçait un phénomène d'emprise à l'égard de ces hommes. Était-il violent? Non. La porte était-elle fermée à clé? Non. Est-il responsable de chacun? Non. Elle finit sa plaidoirie en s'adressant directement à Gisèle Pellico et sa famille, bien que seule Madame Pellico soit présente. Gardez en tête ce premier Dominique, celui qui vous a choyé, câliné, dorloté et, je pense, profondément aimé. Oubliez celui pour lequel j'ai plaidé. Le premier à prendre la parole est l'accusé principal, Dominique Pellico.
Je voudrais commencer par saluer le courage de mon ex-femme qui a supporté des sous-entendus de complicité et la prier de bien vouloir accepter avec le reste de la famille mes excuses. Pardon de les avoir fait souffrir pendant plus de 4 ans. On m'a affublé de titres alors que je préférerais me faire oublier. On parle beaucoup de présomption d'innocence, mais elle a été bafouée ici sur des dossiers extérieurs. Je ne suis qu'un ouvrier et je voulais dire à ma famille que je les aime. Vous avez le reste de ma vie entre vos mains, je vous demande pardon. Par la suite, d'autres accusés vont prendre la parole très brièvement. Certains assument leurs actes, comme par exemple Jean-Pierre M. Je suis responsable de mes actes. J'ai violé mon épouse avec Dominique Pellicot. J'ai honte de moi, je me dégoûte. Un homme doit protéger son épouse et moi je l'ai souillée. D'autres remercient Gisèle Pellicot pour sa bravoure, comme Paul G. Je remercie Gisèle Pellicot pour son courage et sa bravoure. Aujourd'hui, je suis un homme stabilisé avec l'espoir de me marier le mois prochain et d'être aux côtés de mon fils pour son éducation dans les années à venir. Certains, comme Ousametine D, refusent d'assumer leurs actes. Cette affaire m'a rendu malade à vie. Je ne suis pas un violeur. D'autres encore se considèrent complètement comme des innocents, comme Ahmed T. Je tenais à rappeler mon honnêteté, ma sincérité et à crier haut et fort mon innocence. Je maintiens être venu au domicile des Pellicot en pensant avoir affaire à un couple libertin, persuadé que madame était consentante. Pour rappel, le parquet général a requis des peines de 4 à 20 ans de prison pour tous les accusés. C'est le dernier jour du procès des viols de Mazan, journée importante car c'est pendant cette journée que le juge va annoncer les peines des accusés. Les 51 accusés ont tous été reconnus coupables des faits de viol, tentative de viol ou agression sexuelle sur Gisèle Pellicot qui leur était reprochée. Les peines prononcées vont de 20 ans de prison à 3 ans de réclusion criminelle, dont 2 avec sursis. Bien entendu, c'est Dominique Pellicot qui reçoit la plus lourde des peines avec ses 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 2/3 pour viol aggravé sur son épouse. Cela signifie qu'il devra purger au minimum les 2/3 de sa peine, soit 13 ans et 4 mois, avant de pouvoir envisager une libération conditionnelle. Concernant les autres accusés, sur les 51 condamnés, 41 vont immédiatement en détention, dont les 18 déjà en prison. 3 font l'objet d'un mandat de dépôt différé, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas incarcérés immédiatement après le verdict, mais disposent d'un délai avant de commencer leur peine. Enfin, 6 des accusés restent libres attendant leur passage devant le juge d'application des peines. Par ailleurs, Hassan Ouamou, 30 ans, fait exception à ces catégories. Accusé et condamné dans cette affaire, il est actuellement en fuite et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Quelques jours après le verdict de la Cour, Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, a informé que son client ne fera pas appel, acceptant ainsi sa peine et estimant qu'il est temps d'en finir judiciairement avec ce chapitre. Du côté des accusés, 17 ont fait appel. Contrairement au procès en première instance devant la cour criminelle du Vaucluse, celui-ci se tiendra avec des jurés populaires, donc des citoyens tirés au sort et pas uniquement des magistrats professionnels, ajoutant ainsi une page supplémentaire à cette histoire judiciaire hors du commun.